Bienvenue à l'émission Parlons politique. Je crois que pour comprendre la politique de maintenant, d'aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de retourner en arrière et faire un peu d'histoire avec Roméo Bouchard, qui a une maîtrise en sciences politiques. Alors, merci beaucoup, Roméo Bouchard, de vous prêter au jeu de cette émission Parlons politique, parce que le but, c'est de vulgariser la politique, comprendre c'est quoi notre politique ici au Canada, mais pour bien la comprendre, je pense que c'est important de retourner au début. On a tous eu des cours à la petite école, des cours d'histoire, de politique, mais tu sais, je pense qu'on en a oublié beaucoup debout. Donc, je pense que c'est important à nous remémorer d'où la politique est partie au Canada, comment ça s'est construit. Bien, la politique, d'abord, le mot politique, ça veut dire les affaires de la ville. Tu sais, c'est un mot qui vient du grec. La façon dont on s'occupe de notre société, la façon dont on se gouverne. Donc, c'est ça. Et donc, ça commence par un pays, tu sais. Oui. Ça flotte pas dans les airs, la politique. Non. C'est un pays qui doit apprendre à se gouverner puis à se diriger. Alors, il développe des systèmes de pouvoir ou de représentation pour qu'on puisse décider des choses qui concernent le bien collectif, le bien commun. Et comment le décider aussi? La Est-ce que c'est nous qui décidons tout? L'éducation, le transport, la nature, l'environnement, tout. Ça commence donc pour nous autres, on se voit tous comme des Québécois, mais que ça nous plaise ou non, le pays auquel on appartient, c'est le Canada. Oui. Donc, c'est un territoire, le Canada. Et quand Cartier a demandé aux Indiens de lui dire de l'amener chez eux, ils l'ont amené au Canada. Ils l'ont amené au Canada, c'est parce que pour eux autres, le Canada, c'était le village. Le village de Stadacone, qui était un village iroquois installé à Québec, le long de la rivière Saint-Charles, à Québec. Alors ça, c'était ça, le Canada, tu sais. C'est donc la vallée du Saint-Laurent, les Grands Lacs et tout ça. C'est le sens qu'avait le mot. C'était vraiment le début de la découverte du Canada. C'était là. C'est là qu'on commence, dans le fond. C'est là que notre village, notre pays, notre État commence. Et les premiers qui se sont appelés des Canadiens, c'est les Français qui ont débarqué pour coloniser, pour s'installer sur les terres, ou pour surtout faire la traite des fourrures, donc les coureurs de bois qui se sont alliés avec les Indiens, un peu à travers toute l'Amérique, quasiment. Ils sont allés jusqu'en Louisiane pour... et ces gens-là se sont appelés les Canadiens. Ils ont commencé à s'appeler les Canadiens. Et d'ailleurs, quand ils débarquaient des nouveaux Français et qu'ils rencontraient ces Français-là habitués là, à l'hiver, à travailler avec les Indiens, etc., les Français disaient « Mais c'est quoi? C'est plus des Français, ces gens-là! » Les Canadiens, c'est des Canadiens, c'est plus des Français, tu sais. Le fleuve, c'était le fleuve du Canada, le fleuve Saint-Laurent. Donc, il faut voir que le premier sens du mot Canada, c'est nous autres, les Canadiens français. Ce qu'on a appelé après les Canadiens français, puis ce qu'on s'appelle maintenant les Québécois. Mais le concept même du Canada, ça vient des Français qui ont débarqué et qui se sont alliés aux Indiens. T'sais. En 1760, là, évidemment, c'est la grosse affaire. Les Anglais qui étaient dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre étaient beaucoup plus nombreux que nous autres. Et ils augmentaient très rapidement, et eux, ils voulaient vraiment avoir de l'espace. Ils voulaient des terres. Les Français, en Nouvelle-France, ils voulaient faire le commerce des fourrures, coloniser, défricher, ça les tentait plus ou moins. Mais les Anglais voulaient des terres.
parce qu'en Angleterre, ils n'avaient plus de terre. Tandis qu'en France, les Français, il y avait de la place encore aux autres. Donc, ils avaient décidé que alors, c'était une belle place. ils ont fini par vouloir s'accaparer la Nouvelle-France, l'Acadie, la Nouvelle-France. C'était évidemment... Et très tôt après, ça c'est en 1760, mais déjà 16 ans plus tard, 1776, les Américains, les Anglais de la Nouvelle-Angleterre et de la Virginie et tout ça, ont fait leur indépendance, ont coupé les ponts avec l'Angleterre pour devenir des États indépendants. Alors là, il y a toute une série d'Américains, d'Anglais, de Nouvelle-Angleterre et ailleurs, qui ont dit nous autres, on veut rester fidèles au roi d'Angleterre. Alors, ils ont quitté les États-Unis pour venir au Canada, qui avait été de toute façon conquis par les Anglais en 1760. Oui, c'est vraiment cette période-là que les Anglais sont venus aussi sur le large, le littoral. Là, aussi. Oui, ils ont tout brûlé. Ils ont envahi littéralement oui. Ce qui était le Canada à ce moment-là. Oui. On sait, les cantons de l'Est, par exemple, ont été remplis de loyalistes, d'Anglais fidèles au roi d'Angleterre qui quittaient les États-Unis d'Amérique, indépendants. Fait que les Français, eux autres, étaient fidèles à leur roi en France et les Anglais d'Angleterre étaient fidèles. soumis au roi d'Angleterre, là, maintenant, depuis 1760. Okay. Alors, là, on s'est trouvé déjà d'avoir partagé notre nom de Canada. Là, on a commencé à dire, il y a les Canadiens français, puis il y a les Canadiens anglais. Et d'ailleurs, on a créé, ça va en 1791, carrément 2 Canadas. Donc le haut... Le bas et le haut Canada. le bas Canada où étaient concentrés les Français, les Canadiens français. Et les Anglais, il y en avait tellement qui revenaient, qui rentraient des États-Unis, qui immigraient au Canada, qu'ils sont allés surtout vers ce qui est aujourd'hui l'Ontario, les Grands Lacs. Alors ça, on a dit, ça va être le Haut-Canada qui va être plus anglais. Ça me fait dire, est-ce que le Haut-Canada, ça a un lien avec le Haut-Canada? Non? Ou ça de même? Haut, ben oui, c'est plus haut sur la carte. Non, mais Haut-Canada, la chanson, l'hymne national, non, ça n'a pas rapport. L'hymne canadien au Canada, il a été écrit par un Québécois. La musique a été faite par un Québécois. Et c'est un hymne du Canada français au départ. OK. Fait que le Haut-Canada, ça n'a pas rapport avec le Haut-Canada. C'est là qu'on voit comment, progressivement, le Canada d'aujourd'hui, qui est un Canada anglais, foncièrement, nous a volé notre nom, notre identité, nos affaires, tu sais. Oui. Ça a commencé par le diviser en 2. On l'a partagé en 2, puis on était les Canadiens anglais et les Canadiens français, le Haut-Canada et le Bas-Canada. Et là, finalement, le Bas-Canada et le Haut-Canada, les Québécois, les Canadiens français n'ont pas accepté ça très longtemps. Ils voulaient avoir plus d'autonomie. Ils voulaient même devenir indépendants de l'Angleterre, comme l'avaient fait les colonies américaines. Et ça a donné les Patriotes. Oui, tout à fait. Avec Papineau. Papineau voulait créer la République indépendante du Canada, du Bas-Canada. Mais à ce moment-là, les Anglais, est-ce qu'ils les laissaient parler français ou ils essayaient qu'ils parlent aussi anglais? Ou, tu sais, la langue anglaise était la langue officielle? La langue était la langue des dirigeants, donc de ceux qui occupaient le Canada, qui le dirigeaient, c'était l'anglais. Toute la langue des affaires et tout le monde des affaires étaient les Anglais, puisque les hommes d'affaires français qui avaient été retournés en France, ils avaient resté essentiellement rien que le petit monde, qui était dans les campagnes ou dans les forêts. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on était envahis carrément par l'anglais. T'sais. Alors, la résistance des Patriotes, c'était pour essayer de sauver le noyau français, sauver la nation canadienne française. Bon, les Patriotes se sont fait massacrer, littéralement. Ouais. Ça a été un véritable massacre. On a brûlé des villages au complet. On les a envoyés en exil. On en a pendu une vingtaine. Donc là, on a dit, ça ne marchera pas, le Bas et le Haut-Canada. Il faut mettre ça tout ensemble. Alors, il faut faire l'union des 2 Canadas. Bien, ils ont peut-être perdu, mais ils ont gagné un petit peu aussi.
Si on peut voir que ça a fait un changement par la suite? Bien, le changement, c'était qu'on a dit, on ne marchera pas avec deux Canada. Il faut qu'il y en ait rien qu'un, puis il faut qu'il soit anglais. Ah. Donc, le problème, c'est d'assimiler les Canadiens français en les noyant dans une immigration anglaise de plus en plus forte. Donc, si je comprends, on a assimilé les Amérindiens, là, on s'est fait assimiler par les Anglais, donc c'était une roue qui tourne. C'était la force du pouvoir anglophone qui s'était réfugié là, au Canada, étant donné les Américains avaient fait leur indépendance. Oui. Ça a vraiment pris le contrôle de tout, tu sais. Alors, là, on s'est dit, l'union des deux Canada, ça ne marche pas bien. Alors, on va créer une confédération de toutes les colonies anglaises en Amérique au nord des États-Unis. Donc, les provinces maritimes, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, Ontario. Puis là, il y avait déjà les développements dans l'Ouest. Et là, on va comme ça intégrer les Canadiens français à l'intérieur d'un grand ensemble. Et la Confédération canadienne, là, tu vois, on s'en vient là, à notre politique d'aujourd'hui. Oui. Parce que là, c'est vraiment avec ça qu'on est... C'est dans le cadre de la Confédération qu'on fonctionne depuis 1867. C'est ça, je m'en allais dire la date à peu près, là, c'est 1867, mettons, on peut dire que la Confédération a été... C'est là qu'elle a été officiellement adoptée. Okay. Mais en réalité, ça a pris 3, 4, 5 ans avant de discussions dans lesquelles il y avait seulement 6 Québécois, les pères de la Confédération qu'on appelle. Oui. Ils étaient 36, en fait. 6 Québécois sur... Et il y avait 6 Québécois seulement là-dedans. Anglophones. Dont 2 qui viennent de la région ici. Taché et Chappet. Il y avait Cartier, évidemment, Georges-Étienne Cartier, qui était le grand manipulateur de toute l'affaire. Alors, là, on a fait un pays vraiment britannique. La Confédération, c'est vraiment le modèle de gouvernement britannique qui dépend de la souveraineté du roi, qui a un parlement, mais dont le chef du parlement, c'est le roi quand même, en dernier mot. Donc, c'est un système contrôlé par en haut. Oui. Pas contrôlé par le peuple, par en bas. C'est pas une démocratie comme celle que des Américains, quand ils ont fait leur indépendance, ni comme celle des Français après la Révolution française. On appelle ça un système de monarchie constitutionnelle. C'est un monarque avec un parlement. Oui, OK. Alors, on a créé un gouvernement donc central. Les Anglais, MacDonald en particulier, ils voulaient un gouvernement le plus centralisé possible. Ils voulaient vraiment pas une confédération, là, parce que dans une confédération, chaque État garde son autonomie. Oui, son indépendance. Sa souveraineté. Oui. Ils sont juste réunis pour se coordonner ensemble. Tandis que dans une fédération, il y a un gouvernement central qui a vraiment un pouvoir sur toutes les composantes. Alors, la Confédération, ce n'est pas une confédération, c'est une fédération. Parce que le gouvernement central, à Ottawa, est très fort. Et les provinces ont des pouvoirs limités, même qu'au début, le gouvernement fédéral pouvait contredire les lois que votaient les provinces. Les provinces. Le droit de désaveu qu'on appelait. Maintenant, ça change. Théoriquement, il est encore là, mais il n'est plus utilisé. Alors, comment s'est trouvé le Québec là-dedans? On est devenu tout à coup une province. On était d'abord le Canada. Oui. Ensuite, on a été le Bas-Canada. Ensuite, on a été le Bas-Canada, mais réuni avec le Haut-Canada. Mais là, dans la Confédération, on est une province. Et une province comme les autres. On n'est pas une province qui est la province d'une nation. Il n'y a pas de statut national à la province de Québec. Elle est pareille comme les autres. Comme Alberta, comme Vancouver, Saskatchewan. Et les Québécois ont cette confédération-là, l'Acte d'Amérique du Nord britannique, qui l'a créé, qui a été voté par le Parlement de Londres. Les Québécois ne l'ont pas voté. T'sais. Ça n'a jamais été voté par référendum. C'est seulement les assemblées nationales qui l'ont voté.
les parlements de chaque province. Alors, c'est une forme de gouvernement qui nous a été imposée. T'sais. Puis on l'a encore, ce lien-là, avec l'Angleterre. Oui, ça n'a jamais... Il a été... le Canada s'est comme peu à peu coupé de l'Angleterre. Il y a la Constitution, la réforme, le repatriement de la Constitution en 1982 avec Pierre Elliott Trudeau. Mm-hmm. C'est comme le dernier cordon ombilical qu'on a coupé. C'est-à-dire que maintenant, on ne dépend plus des décisions du gouvernement de Londres. Mais on a gardé quand même, y compris dans la Constitution de 1982, la reine comme chef de l'État canadien. Officiellement, dans la Constitution, le chef de l'exécutif, c'est-à-dire du cabinet fédéral, du Parlement fédéral, c'est la reine, c'est pas le premier ministre. Hey, c'est quand même spécial. Et il n'y a pas possibilité d'avoir de référendum, oui, parce que le référendum, c'est le peuple qui exprime son autorité, sa souveraineté. Mais le peuple, il peut bien être consulté, mais il ne peut pas imposer son point de vue. Mais je sais qu'on parle souvent de l'attachement qu'on a avec la reine d'Angleterre, que les gens, pourquoi qu'on est encore associés. Est-ce que c'est seulement les Québécois qui trouvent que ça n'a pas de bon sens ou le reste du Canada, pour eux, ils sont bien à l'aise avec ça, cette situation-là? Le reste du Canada, le noyau qui forme le reste du Canada en dehors du Québec, c'est des anciens loyalistes qui sont venus au Canada pour rester fidèles au roi d'Angleterre, pour ne pas suivre les Américains qui faisaient l'indépendance. Alors, il y a une tradition britannique de loyauté au britannisme dans tout le Canada anglais qui s'est passé de génération en génération, il faut croire. C'est dans l'ADN. Puis que nous autres, on a bien de la misère à comprendre. Oui, c'est évident. Mais surtout, ça fait longtemps, on se dit, hey, on peut passer à autre chose. Et dans la Constitution de 1982, on aurait pu espérer, après tout ce qu'il y avait eu depuis 1960 au Québec, c'est-à-dire pas depuis... Oui, avec toute la Révolution tranquille, le mouvement de René Lévesque, etc., qu'on allait donner plus un statut spécial à la province de Québec. Oui. Étant donné que cette province-là était la province de la nation québécoise, qui était la première nation fondatrice du Canada avec les Premières Nations. Mais c'est pas ça qui est arrivé, parce que Trudeau était quelqu'un de très hostile à cette idée-là. On parle pas de Justin, hein? On parle de son père, Pierre Elliott Trudeau. Alors, il a inscrit dans la Constitution de 1982, puis dans la Charte des droits, très fort le principe du multiculturalisme. Le Canada est un pays multiculturel et les Québécois sont une culture parmi les autres. Ouais. Ils ne sont pas une nation fondatrice. Donc, ils n'ont pas à avoir de pouvoirs spéciaux. Tu vois, là, on est au cœur de ce qui se discute continuellement au Québec. T'sais. On est continuellement aux prises avec ça. Les gouvernements du Québec, surtout depuis 1960, n'arrêtent pas de dire on a besoin de pouvoir sur l'immigration, on a besoin de pouvoir sur la langue, sur l'éducation, la langue en éducation, on a besoin de ci et ça, parce qu'on est une nation, et si on veut continuer comme nation française, la seule nation française en Amérique, il faut pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour se maintenir en vie. T'sais. Pour un être vivant continue à durer, il faut qu'il s'alimente, puis il faut qu'il se reproduise. Oui, tout à fait. Donc, si on n'alimente pas notre culture, notre langue, puis si on ne se transmet pas cette culture-là, française à nos descendants, dans l'éducation, partout, c'est sûr qu'on ne survivra pas. T'sais. Mais est-ce que c'est à partir de ce moment-là, avec Pierre Elliott Trudeau, que oui, on aurait voulu être une nation distincte, mais est-ce que c'est à partir de ce moment-là que l'indépendance du Québec est arrivée dans les... Tout le débat, c'est ça que je dis. Tout le débat sur l'indépendance, souveraineté association, statut particulier, c'est tout ça, puis on en est encore là avec la CAQ. On en est encore là. Tu sais, le gouvernement du Québec est fait sur le même modèle que le gouvernement fédéral. C'est-à-dire, c'est un gouvernement de type britannique. Il y a un lieutenant-gouverneur qui remplace la reine, puis pas de constitution propre au Québec,
pas de statut national, et c'est le même modèle qui se reproduit dans les provinces, donc y compris au Québec. On n'a pas de constitution au Québec propre. Et le système électoral est le même que le système partout dans le Canada, c'est-à-dire un système qui est beaucoup remis en question aujourd'hui, mais que aucun parti politique n'arrive à changer. Bien, ils en parlent un peu quand ils sont en campagne. C'est un système britannique où, c'est assez important ce que je veux dire là, oui. On n'élit pas le chef du gouvernement, ni le gouvernement, comme aux États-Unis ou en France. Aux États-Unis, en France, il y a une élection pour élire le président. Oui. Et qui va avoir ses ministres. Oui. Il va nommer ses ministres lui-même. Donc, ça, c'est une élection. Ensuite, on élit les représentants au Parlement, les députés. Oui. Il y a 2 niveaux d'élection. Nous autres, on a juste un. Mais on n'élit pas le chef du gouvernement. On élit un parti. Et ce système électoral-là, c'est un système qu'on appelle à majorité simple, uninominale à majorité simple. C'est-à-dire, quand on va voter, on vote pour uniquement un individu et dans un comté donné. Et puis, c'est la majorité simple. C'est celui qui a le plus de votes, quand même qu'il n'y en aura rien que 25 %, si c'est lui qui en a le plus. Si l'autre, après, en a 24, c'est celui qui a 25 qui devient le député. Donc, on a un système qui crée des distorsions épouvantables. Oui. Parce que tu peux avoir un parti qui a eu 30 % du vote et il va avoir 80 % des députés. Mm-hmm. Là, on nous annonce une élection au Québec, possiblement, où, avec 50 % sur 50 % du vote, même moins, la CAQ pourrait récolter 90 à 100 députés. Donc, plus que les 3/4 des députés. Donc, si je comprends bien, cette façon de voter-là, ça ne représente pas nécessairement ce que les citoyens veulent. Bien, c'est une façon, c'est clair, qui déforme la représentation. Parce que d'abord, il y a l'écran des partis politiques qui eux, décident, c'est eux qui choisissent les candidats, donc on ne choisit pas les candidats. Mm-hmm. Ben non. Et quand on va voter, on choisit le candidat du parti qu'on veut. Ouais. Mais seulement, là, à cause de... Comme il y a juste un tour, puis qu'on n'est pas obligé d'avoir... Celui qui gagne n'est pas obligé d'avoir 50 % du vote, donc on a toutes sortes de distorsions. Mais René Lévesque avait vu ça autrement, là. Hein? Je pense que c'est important de le mentionner. Ça fait longtemps, puis René Lévesque se référait à ça, que d'autres pays ont adopté un mode de scrutin qu'on appelle proportionnel. C'est-à-dire où on a une façon de faire en sorte qu'au bout de la ligne, si le parti a eu 25 % du vote, il va avoir 25 % des députés. OK. Ça, c'est le système proportionnel. Ça prend toutes sortes de formules, etc. Et là, actuellement, on nous propose une réforme, mais qui est bâtarde. C'est-à-dire, on dit on va garder 75 députés qu'on va élire comme on le faisait avant, mais là, les comtés vont être agrandis parce qu'il va y en avoir 75 au lieu de 125. Donc, ça va être bien plus grand. Mettons, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, un seul comté. Et là, on va élire là-dessus un certain nombre de députés. Et les 50 autres députés, ça va être les partis qui vont les nommer pour compenser pour la proportion. C'est-à-dire, si dans une région, le PQ, par exemple, a eu 50 % du vote, mais il a obtenu seulement 30 % des députés, on va y en rajouter 20 %. Mais là, ça va être pris dans une liste que le Parti québécois lui-même va avoir établie. Mais ça, c'est loin d'être fait, là. C'est pas fait, là. Ça vient d'être rejeté par le gouvernement. Ah, d'accord. Même si tous les partis avaient dit qu'ils étaient en faveur de ça. Ouais. Là, une fois rendu au pouvoir, évidemment, on voit très bien. D'ailleurs, moi, je crois que c'est pas... personnellement, je crois que c'est pas un bon système. Un bon système. Parce qu'il a les désavantages des deux systèmes et il n'y a pas les avantages d'aucun.
Alors, je pense que la représentation territoriale au Québec est très importante, étant donné que le Québec est grand et peu peuplé. C'est important que des régions, même qui sont moins peuplées, mais bien éloignées, aient aussi droit au chapitre, même s'ils sont moins nombreux. Tu sais. Tout à fait. Là, malheureusement, Roméo, il ne nous reste plus le temps, mais j'aimerais ça quand même Je vais dire un petit mot juste de ce que René Lévesque avait imaginé. Oui. Lui, comme présenté comme mode de scrutin qui a été refusé par le parti. Lui, il avait carrément fait un scrutin régional. C'est-à-dire chaque région devient le comté. Chaque région élit, mettons, a le droit à tant de députés, mettons 5 députés. À ce moment-là, chaque parti fait une liste de 5 candidats et quand on va voter, on choisit dans les 5 listes. On choisit premier, je veux celui-là, deuxième, je veux celui-là. On peut voyager d'un parti à l'autre. Ah ben. Donc, on va aux préférences. Et au bout du compte, on a 5 députés de la région, qui ne sont pas des députés là, de tel raccoin, de tel raccoin, 5 députés régionaux. Et on a une Assemblée nationale qui est une Assemblée des régions. Et à ce moment-là, on peut penser décentraliser le pouvoir dans les régions parce que les régions deviennent une entité politique. C'était brillant. Il va falloir que je vous réinvite pour qu'on parle justement de toute cette vision-là de René Lévesque et que vous, je pense que vous avez un peu la même vision aussi du futur. Oui, c'est cette vision-là qu'on a défendue dans les livres récents qu'on a publiés avec moi et André Larocque. Tout à fait. Donc, pour conclure, Roméo, peut-être qu'on est dû pour du changement au Canada? Ou tout de moins trouver de meilleures façons c'est sûr qu'avec notre système britannique monarchique et notre système électoral uninominal à un tour, on n'est pas en tête du progrès démocratique. On est à la limite de la démocratie. Ça finit fort, ça, Roméo Bouchard. Merci beaucoup. Puis, c'est promis, je vous réinvite pour parler encore de politique. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Parlons politique.